Quand on se promène à Purim dans la rue, à Jérusalem, on ne sait pas si les gens ils sont déguisés ou pas. Il y a de tout. On peut descendre en pyjama et en pantoufles, il n'y a personne qui va remarquer. Et c'est ça la société israélienne. C'est qu'en fait, ils vivent leur vie. Ils profitent de la vie. Judith Schwed, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Jérusalem. Jérusalem où vous vivez depuis 40 ans. Alors, ma première question, elle est simple. Je voudrais savoir dans quel genre de maison on grandit pour tout quitter à 17 ans. Alors, j'ai grandi au Luxembourg, dans une maison très très sioniste. On dit toujours avec mon frère, on a eu du sionisme dans notre biberon. Nos parents nous ont élevés dans un petit pays avec 2 toutes petites communautés juives. Mais le but était qu'on reste juif et qu'on soit évidemment sioniste. Pour nous, c'était tout à fait normal d'un jour immigrer en Israël. C'était très important pour votre papa, je crois. Très important. Il disait toujours, ils avaient un appartement ici en Israël, il avait sa voiture en Israël, il ne voulait pas louer, il voulait être un vrai Israélien. Et il disait, j'ai mes chaussures de travail au Luxembourg, mais mes pantoufles sont à Jérusalem. Ouais. Et pourtant, vous alliez à l'école laïque au Luxembourg, il n'y avait pas d'école juive? Non. Non, on avait le Talmud Torah une fois par semaine où on nous a appris à lire et à écrire l'ivrite. Mais quand j'ai fait mon alia, à part Shalom Vetoda, je ne parlais pas beaucoup plus. C'est vrai qu'à l'époque, le Luxembourg payait les études à ceux qui voulaient étudier à l'étranger? À mon époque, il n'y avait pas d'université au Luxembourg. Donc le gouvernement proposait aux citoyens de partir à l'étranger et de leur payer les études. Donc pour moi, c'était une évidence de venir à Jérusalem faire mes études et pas d'aller à Strasbourg ou à Bruxelles. Et quel programme d'intégration vous avez choisi? Est-ce que vous aviez une vision de ce que vous vouliez à l'époque? Alors, j'avais une vision un peu naïve, je vais dire, parce que j'ai eu une éducation très stricte, qu'on ne perd pas de temps, que les études c'est très important. Et donc, je me suis dit, je vais aller étudier à l'université à Jérusalem, mais on m'a dit, comme tu ne sais pas l'ivrite, il faudra que tu fasses 1 an de mechina. Alors pour moi, c'était rater 1 an. De toute ma vie, c'était vraiment la fin du monde. Donc j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je pouvais trouver une solution pour éviter cela. Et donc je me suis dit, je vais venir au lycée français en première. Je vais faire un bac français, mais pendant 2 ans, je vais étudier l'ivrite à fond. Et donc je pourrais intégrer l'université en tant qu'israélienne. Et c'était le cas, j'avais un doctorat en ivrite. Mon plan a super bien fonctionné. J'ai appris l'ivrite, c'était pas facile. C'était quoi ta méthode? Ma méthode, c'était de lire le journal, même si je comprenais rien du tout. Avant l'université, dès que tu arrives en Israël? Ouais, c'est-à-dire que Shara Matril, et voilà, et ensuite des petits magazines, parce que des bouquins, c'était quand même trop difficile, et de m'intégrer dans la société israélienne, d'avoir des amis israéliens, sans oublier évidemment ma culture européenne, mais je voulais absolument savoir l'ivrite comme il faut, et je m'étais dit que le jour où je saurais lire le journal, de A à Z, je saurais l'ivrite. Ça t'a pris du temps? Oui. Combien d'années? Ouais. Je vais dire peut-être en 2e année de fac, ça allait mieux. Ça allait mieux, oui. La première année, ça allait, mais la 2e année, c'était top. Alors, tu avais plein de rêves avant d'arriver en Israël. Tu voulais être juge, je crois. Et pourtant, tu as étudié la littérature anglaise, entre autres. Alors d'abord, j'ai étudié la littérature allemande et la linguistique anglaise. En fait, oui, je voulais être avocate et ensuite juge. Et j'ai rencontré quelqu'un, heureusement que je ne sais plus qui c'est, parce qu'aujourd'hui, je pense que je lui dirai les 4 vérités, qui m'a dit surtout n'apprends pas le droit, parce que jamais tu seras au niveau, tu n'arriveras jamais à plaider en ivrite. Alors qu'aujourd'hui, je parle l'ivrite, je lis l'ivrite comme toutes mes autres langues. C'est important ça, parce qu'il y a plein de parents qui envoient parfois leurs enfants, ou des jeunes qui décident de venir en Israël, qui ont du mal à s'orienter. C'est pas toujours évident. Parfois on renonce à ses rêves, parfois on se dit que pourquoi pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller au vu de ton expérience? Alors mon conseil, c'est vraiment de réaliser un rêve. C'est-à-dire que même si c'est difficile, il faut le réaliser. Parce que si cette personne m'avait dit, écoute, tu
peux être avocate, mais il faudra que tu t'accroches et que tu sois vraiment bonne en ivrite, c'est ce que j'aurais fait. D'un autre côté, la personne aurait pu me dire, écoute, tu parles l'anglais, l'allemand, le français, tu auras l'ivrite, ce sera formidable pour être une avocate, tu pourras être une avocate internationale. Bon, mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis médiatrice, donc je suis très contente parce que je réalise un autre petit rêve. Alors justement, aujourd'hui tu es médiatrice, mais tu as fait, on va dire, pendant de très nombreuses années du fundraising, tu as travaillé pour de nombreuses associations. Comment tu es passée de tes études qui n'avaient rien à voir à cette activité qui t'a occupée très longtemps, je crois? Au début, je voulais être traductrice, mais à l'époque, c'était pas tellement recherché et je me suis dit il faut que je trouve autre chose et j'ai été contactée par le Keren Kayemet qui m'a dit écoute avec tes langues viens travailler pour nous et donc je me suis retrouvée à être directrice du département de legs et de testament mondial et donc j'ai utilisé mes langues et aussi un petit peu être médiatrice parce qu'il fallait quand même jongler déjà à l'époque et surtout je voulais travailler pour des associations parce que je voulais construire le pays. C'est-à-dire, je voulais aider mon pays et je trouvais qu'en aidant des associations, j'aurais aussi ce petit apport personnel à la construction de Médinat Israël. Donc j'ai travaillé pour le Keren Kayemet, ensuite j'ai travaillé pour un réseau éducatif en me disant également qu'il faut renforcer l'éducation ici en Israël, qui est d'ailleurs excellente à mon regard. Et ensuite je me suis occupée d'une association qui s'occupait d'enfants et d'adultes handicapés. Donc j'ai un peu touché à beaucoup de choses, tout en étant en Israël, mais en voyageant également. J'ai beaucoup voyagé pour aller chercher des fonds. Tu te sentais ambassadrice d'Israël ? Ah oui, tout à fait. J'étais toujours très fière de dire que je suis israélienne. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'intégrer ? Parce que tu vendais Israël, mais tu étais aussi vraiment très israélienne. Donc qu'est-ce qui t'a aidé à gagner une identité supplémentaire ? Alors, c'est très simple. Elle s'appelle Ronit. C'est mon amie de cœur que j'ai rencontrée sur les bancs de l'université le premier jour. On s'est assises l'une à côté de l'autre. Une Israélienne qui est née à Kiryat Malachi, qui a grandi donc à Kiryat Malachi, ensuite à Holon. Donc on était complètement différentes. Elle était très israélienne, aucune famille en Chutz Laaretz, alors que moi, je venais quand même de mon petit cocon luxembourgeois. Et on est devenus très très amis et elle m'a énormément aidée pour mon intégration. La première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, dès que je fais une faute, on s'est parlé évidemment en ivrite, on se parle encore toujours en hébreu, et je lui dis jusqu'à aujourd'hui, dès que je fais une faute, tu me corriges. Parce que ça ne me vexe pas, au contraire, c'est comme ça que j'apprends. Ensuite, quand j'ai décroché mon premier job, je l'appelais de temps en temps en lui disant « Écoute, mon patron, il m'a dit ça et ça. Je comprends tout à fait je comprends le sens, mais il faut que tu me dises le ton. Le contexte. Le contexte. Est-ce qu'il est fâché ou alors il est content de moi ?» Et c'est ce que je conseille. C'est vraiment de se faire des vrais amis israéliens. Mais c'est pas facile. Alors, ça dépend de nous. C'est-à-dire que si on met un petit peu notre ego de côté, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'Olim Hadashim qui pensent qu'ils sont au-dessus des Israéliens, alors que c'est pas du tout le cas. Les Israéliens sont des gens extraordinaires. Vraiment, j'ai énormément d'amis israéliens et qui m'aident, qui m'ont toujours aidé. Toujours aidé. Aujourd'hui, pour décrocher un job, si on a des relations et si on connaît celui-ci et celle-ci, etc., c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont aller vous décrocher le job, mais au moins, ils vont vous ouvrir les portes. C'est comme dans le fundraising, c'est la même chose. Moi, je disais toujours, moi, je sais demander de l'argent, mais il faut qu'on m'ouvre la porte pour que je puisse aller. Et c'est exactement la même chose. Pour les Olim Hadashim, ils ont besoin qu'on leur ouvre les portes. Or, ce sont les Israéliens, ce sont ces Israéliens qui se connaissent entre eux, qui ont fait des milouïm ensemble, qui étaient ensemble à l'école, qui ont travaillé ensemble. Ce sont eux qui vont les aider et ils sont prêts à aider. C'est ça que vous aimez en Israël ? J'adore. Je trouve que franchement, les Israéliens veulent aider les autres, mais il faut les connaître. Il faut un peu s'adapter à leur mentalité.
sans oublier évidemment notre culture. Puisqu'on parle de mentalité, ça n'a pas été très facile pour vous au début, ça a été choquant d'arriver au Moyen-Orient tout simplement. Ah oui, terrible. Ah oui, c'était vraiment... Moi, je sortais de ma petite bulle, je suis arrivée ici, j'étais choquée déjà qu'on mange dans la rue. Alors au Luxembourg, ça n'existe pas, même une glace à la rigueur, on mange pas dans la rue. On mange pas, ça ne se fait pas. Alors toutes les manières israéliennes. Ce qui me choquait le plus, et ce qui me choque d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est quand on est invité à une simcha, à un mariage ou à une bar mitzvah, il y a toutes les petites salades, c'est formidable, mais il n'y a pas de couvert. Donc en fait, tout le monde prend. Alors la première tout le monde mange de la même assiette. Mais tout le monde mange de la même assiette avec la même fourchette. Donc c'est un peu choquant. Mais voilà, j'ai dû m'adapter au fait qu'on crie dans la rue ou alors qu'on appelle quelqu'un de la terrasse. Ça se fait pas au Luxembourg, ça. Non, jamais. On klaxonne pas. J'étais choquée. Et des fois, même encore aujourd'hui, après 40 ans, des fois je suis choquée. Après, je me dis, mais allez, tu t'en fiches, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça l'important. Absolument pas. Alors, vous avez appris beaucoup de choses sur Israël. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, finalement, après vos années de carrière, vous avez changé de métier. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que vous vous êtes finalement un petit peu rapproché de votre rêve de jeunesse? J'ai beaucoup travaillé dans le fundraising pendant 25 ans. Et malheureusement, j'ai eu 2 crises cardiaques. Et en me réveillant, on m'a dit, ma cocotte, tu te calmes, c'est fini. Tes voyages à Singapour et à New York, comme nous, on va à Tel Aviv, tu peux plus les faire. Donc, il faut que tu trouves autre chose. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de réaliser mon rêve d'enfance. Et je déteste quand les gens se disputent. Et la médiation, pour moi, c'est essayer de trouver des solutions grâce aux 2 parties qui se disputent. C'est en fait eux qui vont décider de leur sort, que ce soit pour un divorce, que ce soit une dispute de voisinage, que ce soit une dispute entre frères et sœurs adultes. C'est en les écoutant et en les laissant parler, parce que souvent, quand on est fâché un contre l'autre, on n'arrive pas à entendre et on n'arrive pas à écouter ce que l'autre vous dit. Et en écoutant, et si une tierce personne écoute, très souvent, j'ai des cas où je dis, mais vous dites exactement la même chose, mais vous ne vous écoutez pas. On peut dire que c'est parce que vous étiez en Israël que vous avez changé cette carrière, vous avez embrassé cette carrière-là? Tout à fait, parce qu'en Israël, d'abord, les gens ne vous jugent pas. Je trouve qu'on n'est pas jugé, on peut faire ce qu'on veut. On peut reprendre des études à n'importe quel stade de votre vie. Il y a, moi par exemple, lorsque j'avais des employés, je les encourageais à aller faire des études. Je leur donnais un jour de congé par semaine pour aller faire des études. Et c'est pas qu'ils travaillaient beaucoup moins, au contraire, ils étaient tellement motivés qu'ils arrivaient à clôturer leur dossier. Ici en Israël, il y a des cours du soir, il y a des cours le vendredi matin, il y a des cours online. On peut étudier à chaque âge. Et je vois même des retraités qui vont étudier. Je trouve ça magnifique, qui retournent sur les bancs d'université simplement pour le kiff. C'est très spécifique à Israël. Je pense. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se développe aussi à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, après le corona, qu'on peut étudier online, mais ça a toujours existé ici en Israël, c'est-à-dire que les gens travailler et étudier, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'on peut, nous on a été élevés où tu travailles, où tu étudies. En Israël, c'est les 2, parce que souvent les jeunes, ils n'ont pas les moyens uniquement d'étudier et ils doivent s'autofinancer et ils sont obligés aussi d'aller travailler. Donc moi, j'ai eu la possibilité d'étudier en fin de carrière, comme on dit. Ça c'était un cadeau de l'Alliance, on peut dire. Ah oui, c'est magnifique. Vous avez bien connu la société israélienne. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui est le plus typique de notre pays? Alors, ce multimode, c'est-à-dire qu'on peut, surtout à Jérusalem, on se promène dans la rue. Moi, je dis toujours, à Purim, quand on se promène à Purim dans la rue, à Jérusalem, on ne sait pas si les gens ils sont déguisés ou pas. Il y a de tout. Il y a de tout. Et on peut descendre en pyjama et en pantoufles, il n'y a personne qui va remarquer. Et c'est ça la société israélienne. C'est qu'en fait, ils vivent leur vie. Ils profitent de la vie. Regardez tous ces Israéliens qui voyagent dans le monde entier, qui sont capables de faire un petit week-end à Dubaï et revenir. Je pense qu'en Europe,
on planifie beaucoup plus. Ici, c'est du, comme on dit, dakatishim, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, allez, on se décide, on part, on trouve un deal, on part, et puis après moi le déluge. C'est ça que j'adore. Je ne pense pas qu'il y a des gens en Israël qui ne connaissent pas des familles et qui ont eu un malheur avec quelqu'un à l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu soit un ami, soit un proche à l'armée. Pour moi, par exemple, l'événement qui me touche le plus et où je me dis, Judith, tu as pris la bonne décision de venir en Israël, c'est Erev Yom HaZikaron. Lorsque nous avons la cérémonie ici dans notre quartier qui est organisée par les enfants du quartier, c'est là que je me dis, je suis israélienne. Parce que ça me touche et le fait que ce soit les enfants qui organisent une cérémonie qui est absolument fantastique, année par année, c'est très difficile à assister. C'est très difficile, mais c'est ça Israël. C'est ça Israël. C'est donner des responsabilités aux enfants dès le bas âge, leur faire confiance, leur enseigner leur héritage et leur dire voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir et c'est toi qui devras, tu as le pays dans tes mains. Et ça me touche à chaque fois. Je ne raterai, mais alors jamais ce Yom HaZikaron. Vous qui avez beaucoup de recul, quand vous voyez le pays un peu déchiré aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez ? D'abord, je suis très fière de vivre dans une vraie démocratie. Parce que Israël, c'est une démocratie, on a le droit de penser, de dire et d'écrire et de hurler ce qu'on veut. Ce que j'ai très peur, c'est de l'anarchie. Et ça, j'espère vraiment, vraiment que personne ne franchira ce pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. J'ai un ami, par exemple, qui dirige la commission avec le président de l'État qui essaye de trouver une solution. Et donc, on essaye. Mais d'un autre côté, c'est vrai, il faut laisser quand même la parole au peuple. En tant que médiatrice, franchement, je dis toujours, il faut d'abord écouter. Il faut s'écouter, il faut écouter ce que le peuple veut, il faut écouter les uns les autres et ensuite laisser les choses se faire. Mais vous êtes plutôt positive. Ah, super positive. Mais c'est clair que ça va s'arranger. Vous avez construit une belle famille. Aujourd'hui, vous avez 4 enfants. Chacun est intégré à sa façon. Et mes enfants sont israéliens avec une culture européenne. Ils élèvent leurs enfants, évidemment, en tant qu'Israéliens. Si j'avais un petit conseil à donner aux Olim Hadashim, c'est d'élever les enfants à l'israélienne, sans oublier les bonnes manières européennes, mais prendre un pédiatre israélien, prendre des avocats israéliens, ou alors des avocats qui sont là depuis des années. Ne pas vivre dans un cocon français ou francophone ou européen. Vraiment essayer le plus possible de s'intégrer. Avoir des amis israéliens, envoyer les enfants dans des écoles israéliennes, avec des Israéliens, avoir vraiment aussi à sa table de Shabbat des amis israéliens et pas seulement des francophones. Alors c'est sûr que ça on n'est pas toujours dans notre zone de confort, mais après, ça peut que servir. Et en plus, il faut se rappeler, nos enfants sont des sabresses. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 8 petits-enfants en Israël qui vous parlent en hébreu? Alors, des fois ça me choque, je me dis, attends, il me parle à moi. Ce qui est le plus merveilleux, c'est que je me fais appeler Omi, qui est en fait, c'est mamie en allemand. Il m'appelle Omi avec un accent israélien. C'est ce qu'il y a de plus beau.